J'ai inventé les surdosages. Et c'est ce qui a fait la force de Cool Water. Mais Pierre Bourdon, c'est, je pense, un gentil garçon, quelqu'un qui aime la vie, qui aime les arts en général, la littérature beaucoup, le cinéma beaucoup, tout ce qui a trait à l'art, et qui a passé sa vie comme artiste. Et j'ai lu Marcel Proust, j'ai lu La recherche du temps perdu. Voilà pourquoi je suis devenu parfumeur. Et donc j'ai eu une double formation par Ron Niska, j'étais son seul élève, et par l'école de parfumerie de Roure, qui a formé tous les plus grands parfumeurs jusqu'à un certain moment. Je compare toujours le parfum avec la sérénade de Schubert, qui est d'une simplicité extraordinaire, et avec très peu de notes, on crée une forme, on crée une atmosphère, on crée un besoin, ça devient addictif, on a envie de le réentendre. Et le vrai parfum, c'est ça, c'est une forme invisible qui crée des émotions, qui vous donne la chair de poule et qui vous séduit, et c'est une seconde peau, et on a envie d'y revenir tout le temps. Dans le cas de Cool Water, il y avait plusieurs risques qui ont été faits, puisque c'était à base de surdosage. Et c'est grâce à ça que c'est devenu un best-seller, le succès et le dividende du risque. Si on ne prend pas de risque, on n'a jamais de succès. Voilà les ancêtres de Cool Water. Il y avait de la civette au départ, que j'ai enlevée. C'est incroyable. L'indole, il n'y en a plus d'indole. Oui, j'ai épuré la formule, j'ai viré des trucs. Ce qui est assis sur la tradition, c'est la lavande, le géranium, la bergamote et puis quelques épices. Mais à des dosages comme ça qui étaient révolutionnaires. Les voyages m'ont beaucoup apporté. Pour être un bon parfumeur, il faut être un peu ethnologue. Ces voyages-là sont importants parce que si on veut bien œuvrer, il faut connaître la structure olfactive, le goût collectif de chaque pays. En Angleterre, ils aiment les notes animales. Après, il y a d'autres voyages qui m'ont marqué, c'est les voyages dans les pays où on cultive les plantes à parfum. Donc principalement l'Italie, le Maroc, surtout l'Égypte. Et ces pays-là, effectivement, sont source d'inspiration, parce que dans ces pays, les odeurs sont reines. C'est des sources d'inspiration extraordinaires. Quand je voyage, ma méthode est simple. J'ai toujours des bouts de papier avec moi, avec un crayon, et je prends des notes. Un figuier, j'essaye d'exploser l'odeur en facettes. Après, je vais dans mon laboratoire, je prends chaque produit qui évoque telle facette, je les combine ensemble, et ça donne une feuille de figuier. Le travail du parfumeur, je finis le travail du créateur, c'est-à-dire j'essaye d'embellir ce qu'a créé la nature. Ma plus grande fierté dans la vie, c'est pas mon œuvre, c'est d'avoir formé des gens. Un conseil que je leur donne, c'est de tenir ce que j'appelle un cahier d'odeurs. Ce cahier d'odeurs finit par devenir un dictionnaire du monde réel au monde du parfum. Alors ce cahier d'odeurs, il est simple. Chaque fois que vous sentez une matière première, même si c'est un produit de synthèse, il y a plusieurs facettes, ça évoque plusieurs choses. Et ces évocations, il faut les noter scrupuleusement dans des rubriques. Et ça demande beaucoup de temps, mais il faut s'y tenir parce que c'est le plus bel outil qui existe pour devenir parfumeur. Alors, il est très difficile, quand on écrit une formule, d'avoir une certitude absolue du résultat. Je m'explique. Si vous êtes musicien, vous pouvez vous fredonner un air. On ne peut pas se fredonner un parfum. Donc, lorsqu'on écrit une formule, le résultat n'est pas garanti à 100%. C'est un art expérimental. Et la capacité, c'est pas l'odorat. On a un odorat peut-être un peu plus développé que les autres, mais c'est pas ça qui fait le parfumeur. Ce qui fait le parfumeur, c'est comme ce qui fait l'écrivain, ce qui fait le peintre, ce qui fait le musicien, c'est l'imagination.
Les critères de succès sont simples. C'est d'abord s'inspirer de la nature, connaître les marchés, les structures du marché, donc être un peu ethnologue. Et puis le troisième, c'est composer tous ces éléments pour en faire des œuvres. C'est-à-dire de créer une forme inédite avec une forte personnalité, d'autant plus que comme on est dans le monde invisible, il faut forcer le trait de façon à ce que ça soit mémorisable. Coolwater est une révolution du fait de l'approche de surdosage sur certaines molécules. Coolwater est un paradoxe, parce que Coolwater s'inscrit dans une famille olfactive qu'on appelle les fougères, qui est la famille olfactive reine masculine par excellence. Donc vous avez dans cette famille, ça part des lavandes, c'est passé dans plusieurs produits typiquement masculins. Il y a une autre parfumerie masculine qui est l'adaptation de parfums féminins mis au masculin. Mais dans Coolwater, c'est la tradition masculine par excellence. Okay, mais le paradoxe, c'est que Coolwater est devenu exceptionnel du fait de toutes les innovations qui se trouvent à l'intérieur dans ce thème-là. Donc le paradoxe, c'est à la fois un produit sorti de la tradition, mais avant-gardiste par les outrances, par tous les surdosages qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et le troisième élément aussi qui compte beaucoup, c'est qu'on a parlé de l'émergence d'une nouvelle fraîcheur avec Coolwater. J'ai rencontré Zino Davidoff une occasion seulement, qui était le lancement de Zino. C'était en Autriche. C'était un homme délicieux, très modeste, très gentil. Chaque fois qu'il y a un choix pour un parfum, il y a une compétition entre plusieurs parfumeurs. L'homme qui s'occupait du développement des parfums chez Davidoff est venu me voir en me disant on a un nouveau projet de faire un troisième parfum qui devait s'appeler Davidoff 3. Et puis entre-temps, ce garçon est allé en Californie. Et puis, c'était l'époque du New Age. Et en fait, il a dit, au lieu de Davidoff 3, on va l'appeler Coolwater. Alors, je lui ai dit, c'est une bonne idée, voilà. Et puis après, il va voir le film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Puis il dit, finalement, on va réutiliser la bouteille, mais on va prendre un code bleu, comme dans Le Grand Bleu. Et c'est comme ça qu'est né Coolwater. À peine Coolwater a été lancé, que ça a été une folie furieuse. Chez Douglas, qui était le plus grand distributeur, il y avait une liste d'attente pour des gens qui voulaient acheter du Coolwater, mais il n'y en avait plus. L'âme de ce parfum, c'est la masculinité absolue, c'est la fraîcheur totale. On ne peut pas faire plus masculin que Coolwater. Coolwater a été effectivement beaucoup copié et ça ne l'a pas empêché de continuer à réussir. Finalement, les copies, c'est une forme d'éloge. Il ne faut pas se morfondre parce qu'on est copié, il faut se réjouir parce qu'on est copié, c'est la meilleure flatterie. Je veux dire, Coolwater a été peut-être le parfum que je compare à des jeans, parce qu'il est aussi bien porté par des hommes que par des femmes. Alors, il n'y a pas plus lifetime qu'une paire de jeans, vous êtes d'accord? Donc voilà, pour moi, Coolwater, c'est le jean du parfum. La raison pour laquelle les Beatles durent, c'est la même raison pour laquelle Coolwater dure. J'ai horreur de ce mot perdurer, mais ça perdure, ça veut dire que ça dure longtemps. Et c'est parce que ça a une forte personnalité, c'est très structuré, c'est très mémorisable et avant-gardiste, parce que la musique des Beatles était quand même avant-gardiste. Donc c'est pour ça que ça dure toujours. Pour les prochaines 50 années, je ne sais pas si Coolwater restera. Je pense que oui, parce que Coolwater est devenu un classique. Et moi, ma théorie, c'est que tous les classiques sont des œuvres révolutionnaires, mais qui s'inscrivent dans la tradition. Et Coolwater s'inscrit dans la tradition, mais il est révolutionnaire. Et c'est ça qui fait un classique. Le métier d'un artiste, c'est quelque part d'être en avance sur son temps et de faire une espèce de photo de l'avenir, du futur. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Coolwater a eu autant de succès, c'est qu'il y avait un côté prémonitoire dedans.